RCF. Aéroport de Phnom Penh, capitale du Cambodge. Une ville aujourd'hui en pleine expansion. Les gratte-ciel poussent comme des champignons. Les rues grouillent de monde dans le balai incessant de tuk-tuk, motos, camionnettes, vélos. Les vendeurs ambulants se fraient tant bien que mal un passage. Si la croissance économique est rapide dans ce pays d'Asie du Sud-Est, la pauvreté reste criante. La majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour. J'ai justement rendez-vous près de l'ancienne décharge de la capitale avec Marie-France Despalières. Avec Christian, son mari, ils ont fondé il y a 26 ans, Pour un sourire d'enfant, une association qui a justement pour objectif de sortir les jeunes Cambodgiens de la misère. Marie-France Despalières, bonjour. Bonjour Pauline. Je vous appelle Mamie, c'est mieux ? Ici on m'appelle Mamie, oui. Pour un sourire d'enfant, c'est une aventure incroyable. Elle commence il y a 26 ans lorsque vous découvrez ces enfants en guenilles au milieu des ordures, des déchets, des odeurs nauséabondes de la décharge de Phnom Penh. Une misère insoutenable que vous n'imaginiez pas. À quoi elle ressemblait cette décharge ? Alors la décharge, c'est un endroit, c'est vraiment l'enfer sur terre. C'était un grand espace où les camions arrivaient et déversaient toutes les ordures de la ville. C'était un turnover infernal. Et là-dedans, il y avait des enfants qui enfonçaient dans les ordures jusqu'aux genoux. L'odeur était horrible. L'odeur était... C'était vraiment... ça donnait envie de vomir. Et puis ces enfants-là étaient pieds nus, mains nues. Ils avaient un crochet pour essayer de récupérer des trucs revendables. Je vous dis pas l'état de crasse et Enfin bon, c'était vraiment l'enfer. Carrément l'enfer. Et on s'est dit, mais on peut pas laisser ça, quoi. Et alors, en fait, on en a vu qu'ils mangeaient dans les déchets, enfin, ce qu'ils arrivaient à trouver. Enfin, c'était effrayant. Et là, qu'est-ce que vous vous dites ? On s'est dit, on peut pas laisser ça. On peut pas laisser ça. Il se trouve qu'on était disponible. Moi, je venais de prendre ma retraite. Christian était retraité à ce moment-là déjà aussi. Et on a commencé par apporter d'abord des repas le matin sur la décharge directement pour essayer de plus les voir manger là-dedans. Et puis très vite, on s'est aperçu que c'était pas fini. En fait, il y en avait toujours plus. On dit donc on est reparti très vite en France. C'était l'hiver 95-96. On est reparti très vite. Alerter nos amis en disant écoutez, on a besoin d'un coup de main. C'est pas supportable. Excusez-moi. Et bon, on a toute une série d'amis qui nous ont suivis, qui ont participé, qui nous ont permis de rentrer avec de quoi démarrer. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a démarré début 96. Et à ce moment-là, on a recontacter ces enfants en leur demandant de quoi ils avaient besoin. Donc en fait, leur réponse a été un repas par jour. C'est quand même significatif. Un repas par jour, c'est pas deux, hein, un repas. Moi, j'en suis encore tout émue. Et ensuite, aller à l'école comme les autres. Un repas par jour et aller à l'école comme les autres. Christian et Marie-France Despalières décident de relever le défi. Nous sommes en 1995. Le Cambodge sort à peine de 25 années de guerre, dont 4 passées sous la dictature des Khmers rouges. Le pays est dévasté. Grâce aux dons recueillis en France, Papy et Mamie créent l'association Pour un sourire d'enfant, achètent un terrain proche de la décharge, construisent une école, des bâtiments, et parmi les premiers enfants à être accueillis dans le centre, Lakena, une petite fille de la décharge, abandonnée par sa mère, âgée aujourd'hui de 35 ans, c'est elle qui dirige l'association. Bonjour Lakena.
Bonjour. Alors avant d'arriver là, vous avez connu la faim, la rue, la misère, les violences, l'abandon. Dans le film Les Pépites de Xavier de Lausanne, qui retrace l'histoire de l'association et qui a d'ailleurs contribué à faire connaître Pour un sourire d'enfant, on vous voit sur la décharge. Vous avez 8 ans, je crois, et on sent déjà dans votre regard cette détermination, cette volonté de vous en sortir. Pourquoi ? Parce que je pense que dans la vie, il y a deux choix dans la situation dans laquelle j'étais. Soit je me laisse me faire battre, soit je me bats. Et moi, j'ai décidé de me battre pour m'en sortir. Donc j'avais une mère. On n'avait pas, voilà, la situation était très difficile, donc faut que je travaillais dans la rue, on vendait des choses, ou soit je chiffonnais pour vivre au jour le jour. Jusqu'au jour où elle a décidé de me laisser devant PSE, où moi-même j'avais pas compris pourquoi, mais ça a été fait comme ça. Et là, tout a changé pour moi. Abandonné sans savoir les raisons. Arrivé sur un lieu où je connaissais personne, mais bon, c'était quand même mon école juste avant ça. Et voilà, j'avais pas de choix que d'accepter en fait ce qui m'arrivait. Donc. Et très vite, vous avez réussi à tisser des liens forts avec Marie-France et Christian particulièrement ? À vrai dire qu'avec tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, j'ai vraiment perdu toute ma confiance dans les adultes. Et avec eux, j'ai commencé à retrouver un peu l'amour, l'affection qu'ils avaient pour moi, celui que je connaissais pas avant. Et c'est vrai qu'ils commençaient à avoir un lien, qu'ils commençaient à créer. J'avais pas totalement confiance non plus, parce que c'est... Et ça a été rapide ou long, je peux pas vous dire, mais ça a été quelque chose qui m'a changé de regard vis-à-vis des adultes qui pouvaient en avoir. Et c'est vrai que très vite, pour confirmer ce que j'avais senti et pour être sûr que c'est bien quelque chose qui dure, et ben moi j'ai décidé de leur demander de m'adopter. Donc c'est moi qui ai fait la démarche de demande. Le choix que j'ai fait, je l'ai réussi. Parce que c'est vrai que j'ai eu des amis qui n'ont pas réussi en fait à s'en sortir parce que ça a été trop blessant, ça a été trop dur pour eux. Et moi j'ai décidé que c'était l'autre chemin que je voulais et j'en suis très heureuse d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes directrice de PSE, mais votre leitmotiv, c'est que ces enfants s'en sortent, c'est de prendre soin de ces enfants. En fait, moi, ce qui me motive, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis très fière de pouvoir continuer cette mission. Je sais d'où j'étais partie, là où je suis, et j'ai vraiment envie de participer à donner cette chance à tous les enfants maintenant de PSE qui viennent après moi, d'avoir des possibilités de s'en sortir. Et ce que je peux te dire, c'est que PSE n'est pas une école comme une autre. Parce que je pense que si j'avais uniquement une école, je suis pas sûre que j'aurais réussi à m'en sortir. La spécialité de PSE, c'est l'école, bien sûr, c'est l'éducation. Mais c'est tout cet amour, l'intention qu'on met pour chacun. Et on essaye vraiment que chaque jeune, chaque enfant unique, spécifique, avec leurs difficultés, leurs talents, que chacun arrive à trouver sa place et arrive à s'en sortir. On le sent, cette détermination, Lakena, dans votre regard. Justement, quand ces enfants arrivent, qu'ils ont vécu des choses terribles, parfois au sein de leur famille, ça vous fait mal ? Alors moi, si on parle de moi aujourd'hui, toutes mes blessures, maintenant, je l'utilise en force. Ça veut dire que tout ce que j'ai eu, maintenant, je l'utilise vraiment en force pour que ce soit quelque chose où je me suis dit, il faut que j'arrive à partager en fait cette force à des jeunes maintenant, en disant,
oui, tu es passé par là, moi aussi je suis passé par là. Mais on peut s'en sortir. Et vous allez réussir à vous sortir de là comme j'ai pu le faire. Donc, à chaque fois, je dis aux enfants, j'ai pu le faire, vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Comme la Khéna, il y a presque 30 ans, des milliers d'enfants, de jeunes cabossés par la vie, intègrent ce village dans la ville. Lorsque l'on arpente ce terrain de 6 hectares, on est frappé par cette marée d'enfants en uniforme bleu et blanc, sourire aux lèvres. Le centre dispose de salles de classe, d'un pensionnat, de terrains de sport, d'une bibliothèque, d'un centre médical, mais aussi de structures pour apprendre un métier. Il y a un restaurant, un garage, un atelier de couture, un salon de coiffure, une blanchisserie, une école de cinéma. Bref, c'est une oasis au milieu de la misère. Il s'agit non seulement de nourrir ces jeunes, ces enfants, de les scolariser, de prendre soin d'eux, mais aussi de les former pour leur donner la possibilité de trouver un métier et de sortir définitivement de la rue. La Khéna, vous accueillez ici chaque année 6500 enfants et jeunes. Ces enfants qui sont ici autour de nous, on les entend jouer, rire. Ce sont des enfants qui bénéficient d'un programme de rattrapage scolaire. Comment ça se passe une journée type ici au centre ? Ils arrivent à 6h, donc vous avez ceux qui arrivent à pied et ceux qui arrivent en bus qu'on va chercher. Ils prennent leur petit déjeuner. Après, ils ont le drapeau. Après, les cours commencent à partir de 7h, ça s'arrête à 11h. 11h moins le quart pour les petits, ils commencent à déjeuner. Et les cours reprennent à 1h jusqu'à 5h moins le quart. La vie il passe ici avec donc on a 2 repas, mais on a aussi 2 goûters aussi par jour. Et jusqu'aux 5h, là, on a la descente du drapeau et on rentre à la maison. Donc ça fait quand même des bonnes journées bien chargées. Et donc la discipline, c'est important. La journée est très très chargée. Et la discipline fait partie de l'apprentissage qu'on donne aussi à nos enfants. Et alors, si les enfants ne reviennent pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous enlevez le riz, c'est ça ? Je crois qu'il y a des règles aussi à respecter pour les parents. Si les enfants ne reviennent pas, il y a une discussion entre les assistants sociaux et la famille. Donc, on essaye vraiment que les familles ne jouent pas sur les 2 tableaux parce que quand les enfants viennent à l'école, on leur donne une compensation. Mais on ne va pas le donner s'ils ne sont pas là. Parce que les familles sont capables de les envoyer travailler et puis viennent chercher le riz. Donc, elles savent que si leurs enfants ne sont pas là, elles n'auront pas le riz non plus. Et puis, s'ils ne sont pas là parce qu'il y a une raison explicable, ça s'explique. Sinon, ils n'ont pas de riz. Alors la Khéna, on voit que la journée est bien orchestrée. 7000 repas sont distribués chaque jour dans la cantine à ciel ouvert qui se trouve juste à l'entrée du site. Dès 4h du matin, d'ailleurs, on entend le bruit des casseroles. Toute une équipe est mobilisée pour préparer les repas. C'est une véritable industrie. Il faut dire que la nourriture, le riz, c'est un élément essentiel pour comprendre ce qui se joue ici. D'ailleurs, la Khéna, on se dirige à présent vers un bâtiment qui accueille chaque jour une vingtaine d'enfants, dont des nourrissons qui sont malnutris, c'est ça ? Oui, c'est des enfants qui ont la carence. Et c'est des enfants dont la maman n'a pas de lait, parce que la maman se nourrit très mal. Donc l'enfant est né avec des difficultés. Ça peut être aussi des mamans qui sont complètement cassées, donc elles boivent beaucoup. Et là, les enfants sont nés forcément pas très bien, et là, on s'en occupe. Alors j'ai rendez-vous avec Fala, c'est l'une des responsables du service de la PMI, la protection maternelle infantile. Bonjour Fala, vous accueillez ici une vingtaine d'enfants. Ce sont des nouveau-nés, ils ont jusqu'à 5 ans, 6 ans environ. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici ? On accueille ici une vingtaine d'enfants, des nourrissons. Ce sont des enfants prématurés, malnutris. Dès qu'ils arrivent le matin, on leur donne à manger du lait en poudre pour les plus petits, du potage avec du riz, des légumes, du poisson.
de la viande pour les plus grands. C'est vraiment important de répondre aux besoins nutritionnels d'enfants qui ont de grosses carences. Après, ils sont aussi là pour jouer, s'amuser. C'est une autre manière de les faire grandir. Pour comprendre d'où viennent ces enfants, Pania de l'équipe sociale, accompagnée de Ritré, m'emmène ce matin dans la communauté de Samsok. C'est à bord d'une camionnette que nous nous rendons dans ce bidonville situé dans la banlieue de Phnom Penh. Ici, comme dans les 7 autres communautés prises en charge par Pour un sourire d'enfant, des assistants sociaux viennent chaque jour prendre le pouls des familles qui y vivent. Chômage, pauvreté, alcoolisme, viol et autres violences intrafamiliales. Il s'agit d'identifier, de gérer les problèmes, les urgences en lien avec les autorités locales. Alors Ritré, nous sommes arrivés à Samsok et nous marchons actuellement dans les ruelles de ce village très pauvre. On aperçoit une succession de cabanes en tôle ondulée, certaines sont recouvertes de bâches. On peut voir des bouteilles, des papiers, des sacs plastiques, de nombreux déchets en fait, qui jonchent le sol. Et puis là, on vient d'enjamber des cartons, des morceaux de bois pour justement accéder à une petite cabane complètement noircie par la fumée. Qui est-ce qui habite ici, Ritré? And actually, all the kids they under support of not all of them, before all of them, 4 kids under support of PSE. Il y a 7 personnes qui habitent ici. 3 enfants sont aidés par PSE. Et l'aînée a décroché, elle travaille dans une usine de couture, mais en ce moment, elle reste ici car elle s'est blessée dans un accident de la circulation. Les 3 autres enfants sont scolarisés à l'école publique. Et en échange, nous donnons à cette famille chaque mois environ 28 kilos de riz. Ils vivent donc à 7 dans cette toute petite pièce très sombre. Le sol est jonché de casseroles, de déchets, de chiffons, de sacs plastiques. Et à l'intérieur comme à l'extérieur, les murs sont noircis par la fumée. Ritré, il y a eu un incendie ici? Because actually concerning about the situation of the house, as you can see, because everything is like burn, like black, something like that, because their family. Le travail des parents, c'est de vendre des repas à la sortie des usines. Ils cuisinent des légumes à l'entrée de la maison sur des planches en bois. On le voit, il y a des traces d'huile, de fumée. Les parois des murs sont noircies aussi par les fumées. C'est pour ça que c'est très sale à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la maison. Un peu plus loin, nous allons à la rencontre d'un vieillard. Il est assis devant sa maison en tôle, un jeune enfant dans les bras. J'habite ici depuis 1 an. Avant, j'habitais dans un village loin de Phnom Penh. Nous sommes 10 à vivre ici, 3 familles. Nous louons cette cabane en tôle et le quotidien est difficile. Il fait très chaud pendant l'été et puis nous sommes juste au-dessus des égouts. Alors pendant la saison des pluies, l'eau des égouts remonte dans la maison. C'est dur. La journée, je garde mes petits-enfants, ce sont encore des bébés pendant que les parents travaillent sur les chantiers. Et puis, il y a 2 enfants qui sont soutenus par l'association. L'un va à l'école publique, l'autre suit des cours de rattrapage dans une paillote du quartier. Justement, à quelques centaines de mètres de là se trouve la paillote de la communauté de Samsok. On vient de passer le portail, on entre dans une cour avec des toboggans, des jeux pour les enfants et puis on aperçoit tout autour des salles de classe. Les enfants sont tous habillés en uniforme bleu. Pania, pour un sourire d'enfant, a une équipe de 30 assistants sociaux et le rôle justement de chacun d'entre vous, c'est d'aller au quotidien visiter ces communautés dans les paillotes. Quel est plus précisément le rôle de la paillote ici à Samsok? Beaucoup de parents travaillent et ne peuvent pas garder les enfants. La paillote, c'est une solution de garde et aussi un accès à l'éducation. Ce sont des familles qui ont des revenus très faibles, irréguliers. Ils sont souvent chiffonniers,
ou ouvriers du bâtiment. Il y a aussi beaucoup d'alcoolisme, de drogue, de délinquance dans ce quartier. Les jeunes peuvent avoir de mauvaises fréquentations, ne pas être scolarisés et mal tournés. Ici, dans la Payotte, les enfants sont en sécurité et on leur donne le goût d'apprendre. C'est l'heure de la récréation. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Sowan. J'ai 10 ans. Je suis en CM1. Depuis combien de temps viens-tu ici à la Payotte ? Je viens ici dans la Payotte depuis 2 ans. Je suis contente parce que je peux aller à l'école, apprendre et jouer avec mes amis. Jouer, apprendre, extraire les enfants de la violence, de la misère. Dans la communauté de Samsok, l'association pour un sourire d'enfant soutient aujourd'hui une 50aine de familles. Nous retournons à présent au centre de l'association pour un sourire d'enfant, situé dans le quartier de Phnom Penh, près de l'ancienne décharge. Je retrouve Marie-France Despalières dans sa petite maison au cœur du site. Alors mamie, depuis 2009, la décharge de Phnom Penh n'existe plus, mais à Samsok comme ailleurs d'ailleurs, la pauvreté, on le voit bien, elle est toujours là, plus éloignée, plus distillée, finalement plus insidieuse. Depuis que la décharge est partie, et avec le développement du pays qui se développe quand même énormément, on peut s'imaginer que tout va bien, mais non, c'est pas vrai, parce que la pauvreté, elle existe toujours. Et simplement, elle s'est éloignée de la ville. Donc maintenant, les communautés dans lesquelles habitent nos familles, ils se sont éloignés, comme dans toutes les villes qui se développent. La pauvreté recule, est de plus en plus loin, et ce qui pose un problème à nos équipes sociales, parce qu'elles font des kilomètres maintenant pour aller rejoindre et visiter toutes ces familles. Mais en fait, la pauvreté reste la même. Et je dirais même que, mais ça c'est aussi mathématique dans tous les pays en développement, c'est que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres augmente. Donc, on n'est pas sorti d'affaire, quoi. Avec une inflation galopante ? Alors avec une inflation suite à la Covid, mais comme dans tous les pays aussi, tout a beaucoup augmenté. Les problèmes sont très très loin d'être réglés. C'est un peu les suites, ça a l'air loin les Khmers rouges, mais c'est pas si loin que ça. Vous savez, les parents de nos enfants qui ont été enfants sous le Khmer rouge, avec ce qu'ils ont vécu, ils s'en sont pas remis. Donc c'est des familles avec des gros problèmes internes à la famille, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, qui n'ont pas de formation, puisqu'ils ne sont jamais allés à l'école, ils n'ont pas de formation, donc ils ne peuvent pas s'en sortir. Et tout ça, ça engendre de la violence, ça engendre toutes les catastrophes qu'on peut imaginer, quoi. D'ailleurs, nos premiers pensionnaires, c'est des enfants qu'on a retirés de leur famille parce qu'ils étaient violentés. Dès le départ, on a eu des pensionnaires. On a même monté des murs pour que les méchants beaux-pères, plutôt des beaux-pères que des pères en général, voulaient essayer de récupérer leur proie, quoi. Ils sont heureux d'être ici. Ils sont heureux d'être ici parce que d'abord ils sont nourris, ils ont des copains, il n'y a pas de violence, on apprend des tas de choses. Finalement, l'école, ils en rêvaient. Donc, en fait, ils sont très contents. On sent toujours beaucoup d'émotions dans votre voix, mamie, quand on parle des enfants qui sont ici. Christian, votre mari avec qui vous avez fondé l'association, est décédé en 2016. C'est désormais l'Akena qui est à la barre. Quels sont, selon vous, les défis à venir ? Vous savez, notre but, ça a toujours été de faire ce que le gouvernement ne faisait pas.
Quand on a pris en charge ces enfants qui n'étaient pas scolarisés, qui avaient déjà un certain âge, on a développé donc le rattrapage. On a créé des formations professionnelles qui ont été reconnues depuis globalement comme Institut PSE, ce qui est quand même, enfin je veux dire, ce qui fait quand même plaisir parce que ça veut dire qu'on fait partie du paysage. Et en fait, voilà. Et maintenant, où on en est actuellement, on se dit, bon voilà, il faut quand même qu'on voit si tous les programmes sont toujours adaptés, s'il n'y a pas des choses, et ça existe, il y en a, des formations qui existent maintenant qui n'existaient pas, donc on peut être abandonné, ou alors peut-être un niveau plus bas, peut-être après le brevet et pas après le bac. Enfin bon, il y a toute une réflexion actuellement, une réflexion très importante pour tout ça. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qui est encore légitime et qu'est-ce qui existe et qu'on doit faire à l'extérieur. C'est-à-dire que on a des formations professionnelles, mais on a aussi des jeunes qui vont à l'université. C'est pas nous qui assurons l'université, mais on finance les jeunes dans l'université jusqu'à ce qu'ils s'est terminé, mais c'est pas nous qui le faisons. Et il y a maintenant tout un tas de formations quand même qui commencent à exister et donc qu'on n'a pas raison de garder. Et il y aura peut-être d'autres choses qui vont émerger, qu'il faudra prendre un peu plus en compte. Voilà, on est à un moment vraiment de réflexion sur tout ça parce que les choses évoluent dans le temps. Garder le cap en s'adaptant aux nouveaux besoins. À 80 ans, Marie-France Despalières continue d'assurer les tournées en France pour trouver des fonds pour l'association. Pour un sourire d'enfant compte aujourd'hui 9000 parrains et donateurs. Plus de 650 salariés à 95% commères travaillent pour l'association, mais aussi 300 bénévoles. Depuis le début de l'aventure, 12 000 enfants ont été sortis de la misère. Merci aux équipes de Pour un sourire d'enfant de m'avoir accueilli à Phnom Penh, en particulier à Constance Boissel. Merci à Odile Riffaut, Laurence Bataille, Grégoire Gindre, Baptiste Madinier et Jeanne qui ont prêté leur voix pour les traductions. Merci à Philippe Faure pour la réalisation de ce reportage. Pour en savoir plus sur l'association, rendez-vous sur pse.ong.